Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci, bonne écoute! L'épisode de cette semaine est présenté par Thibault Chrysler Amos. Depuis leur acquisition en 2019, le groupe de nouveaux propriétaires et leur équipe ont transformé radicalement cette concession automobile implantée à Amos depuis 1965. Leur vision est axée sur la transparence afin que tous leurs clients puissent être en confiance lors d'un achat ou d'une réparation à l'atelier mécanique. De plus, leur atelier de carrosserie Car Expert sous la direction de Armand Perron est l'une des plus reconnues à Amos et même en Abitibi. Venez vivre l'énergie de Thibault Chrysler Amos. Merci et bon podcast. Bonjour tout le monde, alors bienvenue à un autre épisode de Carte d'affaires avec une superbe invitée que j'ai déjà entendu son parcours puis que ça m'a tellement touchée. C'est venu me chercher que j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui sur l'épisode et c'est Isabelle Leblanc. Bonjour Isabelle. Bonjour Charlène. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Good. Merci d'être ici avec moi pour parler un peu de ton parcours. Et Isabelle, pour les gens qui te connaissent zéro, là, qui disent « Mais c'est qui cette dame? » J'aimerais que tu puisses te présenter à ce beau monde-là et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bon, eh bien, mon nom, c'est, comme tu as dit, Isabelle Leblanc. Et puis, moi, je suis la propriétaire des restaurants McDonald's d'Amos, Val-d'Or, La Sarre et Malartic. Donc, bien connue sous le nom de Madame McDo. Madame McDo. Oui, et ça fait 17 ans maintenant que je t'établis en Abitibi. Donc, le temps passe très, très vite. Alors, c'est ça, qui je suis, en gros, là. Puis, on a parlé de ça hors onde tout à l'heure. Je pensais que tu étais de la région de l'Abitibi, mais non. Alors, tu es de quel endroit? Moi, je suis née à Sainte-Thérèse, à côté de, juste entre Laval et Blainville. Donc, c'est là que je suis venue au monde. J'ai vécu toute ma vie, sauf pour les fois que je suis allée travailler à l'extérieur pour McDonald's, justement, là. Donc, j'ai vécu à Toronto, j'ai vécu en Russie, j'ai vécu à Québec avant de m'en venir ici en Abitibi. Ah, puis qu'est-ce qui t'a apporté en Abitibi, exactement? Bien, c'est à cause que j'ai acheté le restaurant McDonald's d'Amos et de La Sarre en 2003. En décembre 2003, 30 décembre 2003. Oh! Oui, madame. Il y avait de la neige. C'était un beau cadeau de fin d'année, ça? Oui. Déménager là, au mois de décembre, c'est tout un exploit. Tout un exploit certain. Puis l'Abitibi, pour toi, est-ce que tu étais déjà venue et tout ça? Fait que ça t'a attiré de venir? Ou... Bien, moi, ça faisait longtemps que j'avais dit à McDo que je voulais un jour devenir franchisée, avoir mes propres restaurants McDonald's. Puis l'opportunité est arrivée, justement, en 2003, en novembre 2003, d'acheter le restaurant d'Amos et de La Sarre. Et puis, c'était en Abitibi. Mais moi, ma notion de géographique, tu sais, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Puis ça, c'est ça qui arrive. Mais pour moi, Val-d'Or, c'était la baie James, là, tu sais. J'étais jamais allée plus loin que Mont-Tremblant. Donc, c'était toute une expédition quand on est venu la première fois. C'est sûr qu'on est venu en avion, là, parce qu'on est venu visiter la région, tout ça, pour voir là, si on acceptait d'acheter les restaurants. Et puis, c'est comme ça là, que notre rêve, c'était ça, moi et à mon conjoint, de devenir franchisé. Donc, on a sauté sur l'occasion. Moi, je me rappelle de ce beau parcours-là aussi, puis il y a une phrase qui m'a bien frappée, c'est que tu avais mentionné, moi, à 15 ans, je suis rentrée dans un McDonald's puis je suis jamais ressortie. Fait que c'était un travail d'été, un emploi étudiant. Tu as commencé. Absolument. Puis après coup, tu as eu toute qu'une aventure aussi avec le McDonald's, puis c'est là que je veux m'en venir. J'aimerais que tu expliques, tu es allée à l'étranger. Je vais te laisser expliquer la belle histoire. Bien oui. Comment c'est arrivé tout ça? Tu as commencé justement à travailler étudiant? C'est ça. J'étais au secondaire, puis je me cherchais un emploi à temps partiel. Justement, la semaine prochaine, ça va faire 41 ans que j'étais avec McDo. Wow, félicitations. Oui, madame, c'est quelque chose. Donc, à 15 ans, je me cherchais un emploi pendant les week-ends et tout ça. Et puis, c'était à l'automne que j'ai commencé. Donc, j'ai commencé au restaurant McDonald's à Rosemère, sur le boulevard Labelle. Et puis, j'étais caissière. Ensuite de ça, dans la même année, j'ai
j'ai commencé à travailler dans la cuisine, faire les déjeuners, les fermetures. Moi, tout de suite, j'ai eu la piqûre. J'adorais ça, travailler chez McDo. J'adorais l'atmosphère familiale d'équipe qu'on avait avec tous les employés ensemble. Donc, j'ai tout de suite accroché. C'est réputé pour ça oui, aussi, hein, d'être très, très en travail c'est d'équipe. une autre famille. Et oui. C'est une autre famille. Puis je te dirais, là, puis je vais sauter du coq à l'âne un peu, là, mais toutes les places que j'ai travaillées dans ma vie, c'est peu importe où ce que c'est, à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean, en Abitibi, à Montréal, dans le West Island, à Toronto, en Russie, n'importe où ce que j'allais travailler, le même sentiment de famille, il était présent, même si c'était pas avec le monde que je connaissais, avec du monde que je parlais le même langage, comme en Russie, là, quand je suis arrivée là, je parlais pas russe, là, mais j'ai toujours senti ce sentiment de famille-là, la deuxième famille. Puis souvent, c'est presque la première quand tu es à l'étranger tout seul, là, tu sais. Effectivement. Donc ça a toujours resté. Puis même encore aujourd'hui, là, quand tu parles avec les employés, quand ils s'en vont, c'est ça qui leur manque le plus, là, tu sais, laisser la gang. Fait que, mais je vais revenir à mes moutons. Fait que moi, j'ai commencé comme employée. À 17 ans, j'étais chef de corps, donc je gérais des aires de travail. J'ai grandi comme ça. Et puis, non, excuse-moi, à 16 ans, j'étais chef de corps. À 17 ans, j'étais assistante gérante. OK. J'allais au cégep à temps plein et je travaillais à temps plein. Oh là là. Oui. Puis, 19 ans, première assistante, je suis montée gérante du restaurant du Carrefour Laval, quand il y en avait un dans le Carrefour Laval, là. Donc, moi, j'ai ouvert ce restaurant-là et je suis devenue gérante par après, à 21 ans. Puis ça, par exemple, j'avais pas la maturité, je pense, mais je compensais avec que je travaillais très, très fort, que j'étais très, très énergique, très motivée. Donc, ça compensait pour le manque d'expérience un peu parce que, tu sais, quand tu gères des gens, il faut que tu aies un minimum d'expérience de vie quand même, là. Est-ce que c'est jeune un peu chez McDo à ton âge de devenir gérante? Bien, gérante de restaurant, c'est jeune, C'est 21 jeune. ans. Mais moi, j'ai quand même, dans mon entreprise, j'ai quand même des chefs de corps qu'on appelle qui gèrent des corps de travail, là, des aires de travail. Bon, on en a qui ont 17 ans, on en a qui ont 18 ans, puis vraiment, on a des excellents candidats dans nos restaurants. C'est sûr qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, là, ils sont toujours avec des seniors, mais ils sont capables de gérer des aires ou de faire une fermeture, etc. Là, donc, on a des jeunes, souvent, j'entends souvent le monde parler « Ah, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas comme dans notre temps. » Bien, c'est vrai. Mais c'était vrai dans notre temps aussi que la jeunesse, tu sais, moi, tout au long de mes 40 ans, on le dit souvent, ça. Mais moi, je suis bien impressionnée avec la jeunesse d'ici, là, tu sais, nos jeunes qu'on a dans nos restaurants, là, on a souvent des candidats extraordinaires qui, tu vois tout de suite jusqu'où ils vont aller plus tard, juste avoir la fibre de leadership, Effectivement. de travail d'équipe qui développe là, au sein de notre équipe. Bien, j'ai rarement vu quelqu'un qui se traînait les pieds dans un McDonald's. En tout cas, surtout pas le McDonald's ici parce que c'est ici que j'habite, là. Mm-hmm. Mais j'ai rarement vu là, quelqu'un un peu découragé. On dirait que tout le monde est vraiment de bonne humeur. Fait que j'imagine qu'il doit avoir un bel encadrement, de la belle motivation pour... Il y a un bel encadrement, je te dirais. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas parfait nulle part, là. Tu sais, je veux dire, les hauts, il y a les bas, puis il y a c'est sûr. Les personnalités aussi, des fois que ça clique pas, mais on essaye, tu sais. Je pense que c'est ça qui est important. Puis tout le monde essaie de mettre de l'eau dans leur vin, puis on travaille en équipe, là, tu sais. Puis là, l'opportunité de partir à l'étranger, là, c'était arrivé à peu près quand dans ta vie, là? Oui, bien moi, j'ai eu la chance que quand j'étais gérante de restaurant, en 1989, McDo ouvrait le Skydome de Toronto, où les Blue Jays jouent au baseball, ouvrait et toutes les concessions dans le stade, dans le Skydome, c'était tous des McDonald's. Fait que moi, j'ai eu la chance, en 1989, d'ouvrir 7 restaurants McDonald's sur le 3e plancher du Skydome. Donc, c'est moi qui s'occupais des 7, mais on était seulement ouverts pendant les matchs, les concerts, les événements. Là. On n'était pas ouverts toute la journée. Donc, ça a été une super belle expérience pour moi parce que c'était ma première expérience avec une autre langue, qui est l'anglais, bien sûr. Okay. Parce que moi, quand je suis arrivée à Toronto, disons que mon anglais était assez de base, là, tu sais, patate frite, là, c'était à peu près
Donc, écoute, j'ai encore laissé mes marques. Le monde me parle encore de comment le monde avec qui j'ai travaillé dans ce temps-là, qui sont encore chez McDo, comment je pouvais détruire la langue de Shakespeare. Mais en tout cas, fait que j'ai travaillé là-bas, puis j'ai vraiment adoré l'expérience parce que c'était tout nouveau. Tu sais, on vendait des hot dogs, on vendait du popcorn, de la pizza, des nachos. Ah oui? Oui, oui. Fait que c'est tout nous qui a fait les procédures, comment on les fait, combien de temps ça cuit, tout ça. Fait que c'était quelque chose que j'avais jamais eu la chance d'expérimenter avant. Et puis, tout embaucher les 1200 employés pour travailler dans le Skydome aussi, ça a été quelque chose, c'est ça. Donc, c'était une belle expérience. Cette année-là, j'ai été une des 40 gérantes de l'année du Canada. Et notre cadeau aux 40 gérants de l'année du Canada, c'était d'aller ouvrir le premier McDonald's à Moscou en 1990. Wow! Donc, on est allé, il y a 20 personnes qui sont allées dans une vague, puis 20 autres personnes qui sont allées dans une deuxième vague. Et puis, c'était le 30 janvier 1990. Et puis, on ouvrait le premier McDo là-bas, en plein hiver. Y a-tu de la neige là-bas? Il y a de la neige. Okay. Je te dirais, Moscou, c'est à peu près comme ici, là, au mois de janvier. Là. Oui, c'est froid, toute la kit. Là. Puis ça a été une belle expérience, encore une fois. Aussi, pas juste une expérience McDo, mais une expérience de vie, parce qu'en 1990, en Russie, c'était encore le communisme. Fait que c'était assez spécial de voir comment les gens vivaient avec pas grand-chose. Et puis, tu sais, le monde attendait dehors là, pour entrer dans le restaurant. Ils pouvaient attendre des heures et des heures, là, des 6 heures de temps en ligne. Là. Il y avait une sorte de parc en avant du restaurant. Là. Puis, ça faisait tout le tour du parc en ligne avant de rentrer dans le restaurant. Eux, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de McDo comme aux alentours. Il y avait juste C'était le premier McDo. C'était le premier. Il y avait juste hâte de voir c'était quoi, ça goûtait quoi. Là. Personne n'avait idée. Non, là. personne. Mais tout le monde voulait y aller. Exactement. Pour eux, c'était un goût de liberté. Tu comprends? Coca-Cola venait juste de rentrer en Russie. Fait que tu pouvais pas... Tu sais, toi, le Russe allait dans un magasin, il ne pouvait pas acheter du Coca-Cola. Tu sais? Nous, à l'hôtel, où on demeurait toute la gang de Canadiens, parce que seulement des Canadiens qui étaient le support en Russie, on avait juste une sorte de suite avec juste des caisses de liqueur jusqu'au plafond. Fait que quand on allait manger au restaurant, il y avait un gars qui partait avec une caisse de liqueur, de Coke, l'autre de Sprite. On arrivait au restaurant. Puis les Russes arrivaient à notre table et ils voulaient échanger une bouteille de vodka contre une canette de Coke. Oh là là! Oui, ils étaient prêts à boire un Coke. Oui, pour eux, c'était goûter la liberté. Fait que c'était quelque chose... fait que ça a été une petite expérience d'1 mois. Et puis... puis c'était le fun parce qu'en même temps qu'on allait là-bas, on a été passer quelques jours à Paris puis quelques jours en Allemagne en revenant. Donc, c'était ça notre cadeau. Puis c'était vraiment un beau cadeau que j'ai bien apprécié. Puis qui m'a donné la piqûre aussi là, de vivre d'autres choses, là, tu sais. Fait qu'un mois là-bas, ça n'a pas été trop difficile, s'ennuyer peut-être d'ici. C'était super, là. Du tout. Toi, tu vivais une aventure. Absolument. Puis tu devais travailler comme presque à tous les jours, là. Bien, on travaillait tous les jours, mais c'était... on avait des quarts de 6 heures à peu près, là. Puis c'était comme une gang le matin, une gang le soir, là. OK. Fait que c'était pas si pire que ça, mais le premier McDonald's à Moscou, c'était quelque chose, là. Il y avait 750 places à l'intérieur du restaurant. Mon Dieu, c'est énorme. C'est énorme. Il y avait 27 caisses en avant au comptoir. 27 caisses. 4 cuisines. Oui, 4 cuisines, 4 stations de frites. Mais mon Dieu, c'était donc bien énorme. C'était énorme. Là. C'était... Mais là, pour toute la formation de ces gens-là, est-ce qu'il a fallu... Là, tu es arrivé, il y a dû avoir de la formation avant l'ouverture? Bien sûr. Puis c'est pas moi qui les ai formés. Je parlais pas russe. Mais je te dirais que le rêve de la Russie, ça a commencé en 1976 pendant les Jeux olympiques à Montréal. Okay. Notre président du Canada, George Cohen, il a rencontré la délégation russe. C'est là qu'il a commencé à parler de son projet d'ouvrir McDonald's en Russie parce que c'est sûr que ça ne se faisait pas avec les États-Unis. Là. Il y avait la guerre froide puis tout ça. Puis, fait que ça a commencé en 1976 puis on a ouvert le premier McDo en 1990. Donc, ça a pris 24 ans là, à tout préparer ça parce que aussi, c'est beau dire j'ouvre le McDo, mais c'est qui va fournir la salade, qui va fournir les frites, qui va faire Ben oui. Tu sais, le bœuf, la viande, tout ça, ça vient de où? T'sais? Donc, avant de
d'ouvrir le premier restaurant, il a fallu qu'ils planifient d'ouvrir une sorte de complexe où on faisait nos propres viandes, on faisait nos propres pains, on avait une chaîne aussi pour faire les frites, les chaussons, le Sunday mix, les sirops, les sauces à Big Mac. Tu sais, ça a l'air nono parce qu'on ne pouvait pas exporter ça, là. Tout est fermé, là, tu sais. Donc, fallait vraiment réfléchir à qui allait fournir tout ça, puis respecter aussi la recette. La norme McDonald's, c'est ça, parce que, tu sais, le ketchup, si c'est pas la même terre, c'est pas les mêmes tomates, ça goûte pas la même chose. Donc, il faut tweaker pour atteindre la norme McDonald's, tu sais. Oh my God! Ah oui, c'est quelque chose. Puis moi, j'ai eu la chance, je vais continuer après, mais, fait que ça, ils ont ouvert ils ont préparé le McComplex. Après ça, on a ouvert le premier McDo. Puis le McDo où je travaillais, le premier McDo qu'on a ouvert, il faisait les ventes qu'un restaurant normal dans ce temps-là faisait en 1 mois, il faisait en 1 journée. Oh my God! Fait que juste pour te dire, là, puis nous, là, on a... L'engouement. Oui. Nous, on a 2 livraisons de produits par semaine dans nos restaurants. Il y en avait 5 par jour. Oh! Oui, on avait une équipe, c'est juste ça qui faisait vider les vannes puis remplir les stocks parce qu'aussi, vu qu'on était dans des vieux édifices dans le centre-ville, là, tu peux pas avoir une grosse vanne comme on a ici dans nos... pas juste pour McDo, là, mais pour... les réceptions, pas, c'était des camions, là. OK. C'était quand même des gros camions, mais ça prenait du produit, là, pour faire ces sortes de ventes-là, tu sais. Puis trouver la main-d'œuvre et tout ça, ça allait quand même bien? Ah, mon Dieu parce Seigneur. que là, vous aviez vraiment beaucoup de gens Ils ont engagés. eu des milliers, je me souviens plus du nombre de CV qu'ils ont reçus, là, mais ils en ont eu des 10 000, des 20 000, là, c'était incroyable le nombre de CV qu'ils ont eu. Et puis, initialement... Et puis, juste pour opérer un quart de travail, là, comme je vous ai dit, il y avait 27 caisses. Il y était 3 par caisse. Oh my God! Fait que tu avais une personne qui prenait les commandes, tu sais, qui faisait juste poinçonner la commande puis qui la faisait payer. Puis tu avais 2 personnes qui montaient chacun à leur tour leur commande. OK. Parce que pendant que les gens attendaient dehors, on avait aussi des hôtesses avec des pamphlets, avec les images des produits, parce qu'eux, ils ne savaient pas c'était quoi un hamburger, là. Ils ne savaient pas c'était quoi un Big Mac, là. Tout était contrôlé. Il n'y avait pas la télévision du reste du monde, là. Donc, ils voyaient les images des produits qu'on avait. Ils n'en avaient jamais entendu parler avant, là. Non. Là, ils le voyaient dans le dépliant, là. Absolument. Aïe, c'est spécial. Puis, il y avait une sorte de petit calepin avec tous les produits. Puis là, l'hôtesse, elle parlait avec les gens, puis elle prenait la commande, puis elle leur donnait la feuille. Fait que quand ils arrivaient à la caisse, la fille, elle faisait juste poinçonner puis faire payer. Puis là, tu avais la personne qui partait avec la feuille puis qui montait la commande, puis l'autre, tu sais, fait que ça allait quand même assez vite. Mais pour un quart, là, pour un rush, bien, toute la journée, autrement dit, parce que du moment qu'on ouvrait jusqu'à temps qu'on fermait, il y avait du monde dehors, ça prenait 200 personnes sur le plancher. 200 personnes. Oui. Donc, c'était quelque chose. Ça a-tu déjà été gros comme ça au Québec à quelque part, je veux dire? Non. C'est fou, là? Non. Pendant longtemps, moi, le premier restaurant... le premier restaurant Pushkin, qui s'appelle, c'était le plus occupé au monde jusqu'à temps qu'on ouvre en Chine puis à Rio, je pense. Fait que, mais c'était longtemps le plus occupé au monde. Mais c'est sûr, quand t'en as juste un, c'est facile d'être occupé. Mais quand tu commences à grandir la flotte, ben là, les gens ne se dirigent pas juste à une place. Ils vont aller dans les autres restaurants qui sont plus... la convenance, c'est important. Donc, c'est plus proche. Ils vont aller plus proche. Fait que ça a été mon expérience pour 1 mois. Il est toujours ouvert en ce moment? Absolument. Puis à chaque fois quand je vais en Russie, je vais le visiter. Ah! Fait que tu as eu la chance de retourner. Oui. Puis, OK. Oui. Bien, j'imagine, c'est plein de souvenirs. Écoute. Oui, exactement. Fait qu'après ça, ben c'est ça. Je suis revenue. J'ai continué à travailler chez McDo à Toronto. Je suis devenue superviseur. Puis ma fibre, tu sais, j'avais le goût là, de voyager, puis j'avais le goût j'étais célibataire, j'avais le goût d'avoir de l'aventure, pas des aventures, mais vivre de l'aventure. Et puis, c'est arrivé comme ça qu'ils cherchaient quelqu'un pour 3 ans pour aller ouvrir dans les villes extérieures à Moscou, en Russie. Donc, j'ai levé ma main, j'ai dit, je vais y aller pour 3 ans. Mais j'étais un peu inquiète parce que je me suis dit, si j'aime pas ça, 3 ans, ça peut être long, tu sais. Fait que... Mais je me suis assise avec le président, puis je lui ai dit, puis il m'a dit, Isabelle, il dit, si t'es pas heureuse, il dit, tu reviendras. Il dit, moi, il dit, si je veux être capable de continuer à envoyer du monde pour nous aider, il faut qu'il y ait cette entente-là que si vous n'êtes pas bien, que vous pouvez revenir. Exactement. Oui. Donc, j'ai fait ma valise en 1996.
Et puis, je suis partie, puis ça a bien donné parce que j'avais une de mes bonnes amies, je demeurais à Toronto dans ce temps-là, puis elle aussi, elle faisait partie de l'équipe qui a ouvert le premier McDo. Ah, vous êtes partis Puis, ensemble. où on est partis tu sais. ensemble, puis c'est ça. Puis McDo, tu sais, on restait dans le même appartement. Fait que, tu sais, c'est pas comme deux familles, là, tu sais, c'était vraiment un bon package deal. Et puis, on est partis ensemble. Elle, par exemple, elle est restée plus à Moscou. Elle s'occupait de la formation, elle s'occupait de d'autres choses. Moi, j'étais vraiment responsable pour vivre dans les régions. Donc, je m'en vais dans ma région, ma première région. J'ai resté quelques mois à l'hôtel avant d'avoir un appartement. Et puis là, ben c'est ça. Dans ma région, ça s'appelait Nijni Novgorod. C'était anciennement une ville fermée parce que c'était là qu'ils construisaient toutes les tanks, l'armement. Donc, c'était une ville très, très fermée. Fait qu'on était 20 expatriés dans la ville de 2,5 millions. Oh Fait boy, que, tu te sens petit et tout ouais, seul. oui, tu te sens pas grand là-dedans. Et puis, ben c'est ça, on a bâti le premier McDo, on a commencé à recruter, puis c'est probablement comme ça qu'ils ont recruté aussi là, quand ils ont ouvert le premier restaurant Pushkin. Sauf que tous les gérants, des assistants gérants, ils étaient venus se faire former un an de temps au Canada avant qu'on retourne pour ouvrir le premier McDo. OK. Sauf puis moi, mes gérants, que j'ai embauchés à Nijni Novgorod, ils sont venus à Moscou pendant 6 mois pour se faire former. Puis après ça, on est retourné dans ma ville pour embaucher les employés. Et puis, c'est vraiment différent, la mentalité, puis les critères là-bas, parce que moi, je me souviens encore, on avait loué un gymnase pour faire les entrevues. Et puis là, moi, je parle pas, fait que je fais juste regarder. À un moment donné, j'ai un de mes assistants moi, je regarde le jeune homme qui est en train de passer une entrevue avec son habit, tout le kit, avec ses papiers dans sa chemise et tout ça. Fait que là, je vois, puis moi, je sais que la pile oui, la pile non. Tu sais, qu'on embauche, on n'embauche pas. OK. Fait que je vois qu'il met le CV du gars dans la pile non. Fait que j'arrive avec mon traducteur pour savoir pourquoi il ne l'a pas pris. Il n'a pas assez d'études. Il n'a pas fini l'université encore. Là, je le regarde, je dis, mais c'est parce qu'on veut qu'il soit employé. C'est pas grave s'il n'a pas fini l'université, mais non. Écoute, le calibre de gens qui travaillaient pour nous, là, c'était des ingénieurs, des biologistes, des pharmaciens. Il y avait des études incroyables, mais ils n'étaient pas bien rémunérés. Ils n'étaient pas toujours payés. Puis chez McDo, oui. Fait que ça, c'est le calibre qu'on avait là, de gens qui venaient travailler chez nous. Là. Il laissait de côté la carrière dans ce qu'il avait étudié parce que c'était pas bien rémunéré. Exactement. Là-bas. Puis Ça, les avantages. Puis, tu sais, au McDo, bon, tu sais, ils mangeaient gratuitement. Il y avait des possibilités d'avancement, possibilités peut-être aussi de voyager éventuellement. Donc, ils voyaient ça là, comme un plus, là, tu sais. Puis là, avant que le restaurant soit prêt à ouvrir, on n'a pas amené les employés à Moscou, qui était à 8 heures de route. On a fait avec les moyens du bord. Donc, on avait des viandes en plastique. On avait fait de la salade avec des feuilles vertes coupées en morceaux. Les cornichons, c'était des sous. Fait que là, on les formait comme à monter les produits. À monter les hamburgers. Ouais, les caisses, ils étaient activés, mais tu sais, comme pour prendre les commandes, comme à monter les commandes, etc. Fait qu'on a formé nos gens comme ça. 2 jours avant l'ouverture, quand le restaurant est presque prêt, on avait invité, c'était en bas d'un gros building, fait qu'on avait envoyé à chaque appartement une invitation pour 4 personnes, puis aussi à tous les parents, toutes les familles de nos employés, on avait fait des horaires pour qu'ils viennent, puis on pouvait pratiquer avant d'avoir des vrais clients. Fait que pour qu'ils viennent manger gratuitement. Oui. fait que ça a été vraiment notre, on dit un dry run, là. Ça a été vraiment rodage. le rodage. Puis après ça, on a ouvert. Puis comme je t'ai dit, quand on a ouvert le premier à Pushkin, on a des personnes dehors qui les photos parce qu'eux aussi ne connaissaient pas McDo. Là. Ils sont à 8 heures de Moscou. Là, fait que... Puis il y avait autant de monde. C'est sûr que c'est pas la même chose. Là. À Moscou, tu as 11 millions d'habitants. Là, tu as 2,5 millions. Là, okay. Mais on avait du monde. Là. C'était toute une ouverture. Écoute, il y avait la parade dans la ville, le gouverneur qui est venu couper le ruban. Écoute, c'est tout le chichi, là, il était tout là. C'était vraiment un happening. Oui. Puis moi, c'est ça. Moi, j'ai ouvert dans 3 villes différentes à Moscou, à l'extérieur de... pas à Moscou, mais en Russie, à l'extérieur de Moscou. Puis c'était ça mon mandat, là. Fait que... Puis je me souviens, la dernière ville qu'on a ouvert... je l'ai ouvert avec mon mari, fait que c'était une belle
un bel événement. Là, c'était un beau projet qu'on a fait ensemble. Là, parce que vous vous êtes rencontrés à l'extérieur. Bien oui, j'ai rencontré mon mari en Russie parce que lui, justement, quand je suis retournée en 96, c'était lui le gérant du gros McDo Pushkin. OK. Puis moi, je formais mes gérants là, donc j'avais un bureau là. Donc c'est comme ça là, qu'on a commencé à se connaître. Et puis après ça, quand je suis allée à Nijni, quelques mois plus tard, je pense que c'est 8 mois plus tard, mon mari, Vitaly, a décidé de donner son nom pour venir supporter l'équipe de Nijni. Fait qu'il est venu travailler avec moi. Mais c'est pas comme ça que ça a commencé, notre histoire d'amour, là, parce qu'au début, quand on commençait à travailler ensemble, on avait tout le temps le traducteur avec nous. Il parlait ni anglais ni français. Donc, lui, il parlait russe? Oui. Il parlait un petit peu anglais, mais pas assez pour qu'on puisse avoir des grandes conversations de travail, là, tu sais. Aïe, aïe. Oui. Fait que la première année, là, c'est ça. C'était tout de suite... ça a été tout de suite le coup de foudre pareil, un pour l'autre, mais ça nous a pris un an avant de se le dire, là, tu sais. Oh! Fait que toi, tu devenais meilleur en anglais, puis lui aussi pour communiquer. Mais moi, en anglais, je parlais très bien en anglais. Ah oui, parce que t'étais à Toronto et tout ça allait bien. Ouais. OK. Puis là-bas, on travaillait juste avec des Canadiens qui parlent anglophone. Ça fait que tout était en anglais ou en russe. Fait que c'est ça. Fait que c'est Vitaly qui a appris un peu plus l'anglais pour communiquer avec toi. Oui. C'était tellement drôle parce que quand on arrivait pour des réunions à Moscou, puis qu'il commençait à parler en anglais dans les réunions, il parlait avec un accent francophone parce que lui, son anglais, il l'a appris avec moi, tu sais. Fait que tout le monde disait que tout le monde riait parce qu'il disait tu parles en anglais, mais tu parles comme Isabelle, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais on n'a jamais... Moi, j'ai pas eu la patience de l'aider à apprendre le français. Là, vraiment, quand il est arrivé au Canada, il a dû aller à l'école des langues pour apprendre le français parce que ça ne marchait pas. Parce que là, c'est ça, toi, ça s'est arrêté là-bas, tu as fini ton mandat, tu es revenu. Ouais. Et lui, est-ce qu'il est revenu avec toi? Il est revenu plus tard ou... Bien, on est revenus ensemble. OK. Parce que moi, après mon 3 ans, entre-temps, ma mère avait commencé, elle avait été diagnostiquée avec l'Alzheimer, donc... Je sentais le besoin de revenir à la maison là, pour épauler le reste de la famille aussi. Là, puis aussi être capable d'être là pour les quelques moments qui restaient que c'était bien, aussi. Et puis je voulais pas passer ma vie là-bas. Ça, c'est certain. C'était bien dans ma tête. Puis Vitaly, il savait aussi. Là. Donc, mon mari... Vous êtes revenu en quelle année, excuse-moi? On est revenu en 1999, le 3 août 1999. OK. Et puis, c'est ça. Puis là, il a commencé à suivre ses cours de français parce que là, il n'y avait pas de permis de travail. Tu sais, je suis certaine qu'on va aborder l'immigration tantôt là, avec les travailleurs étrangers. Mais c'est pas facile de se débrouiller là-dedans. OK. Puis, moi, j'ai moi-même été une travailleure étrangère temporaire 3 ans en Russie. Là, fait que je comprends qu'est-ce qu'un nouvel arrivant peut vivre. T'sais. Fait que c'est ça. Puis après ça, lui, il a commencé à travailler chez McDo à Blainville. Puis c'est vraiment en travaillant côte à côte avec les gens que tu commences à développer la langue. T'sais. Quand tu es direct dans le bassin. Absolument, dans le tas, comme on dit. Là, comme quand tu es parti à Toronto. Exactement. Que tu disais, oh my God, j'ai pas un mot anglais. T'sais. Exactement. Tu as fini par l'apprendre. Exactement. Puis c'est en 2003 que vous avez ouvert le premier McDonald's ici ensemble. Qu'on a acheté. Amos puis Lassar. Pas ouvert, acheté. Excuse-moi. C'est ça. Amos Lassar. Oui. Puis, justement, tu as ouvert la porte par rapport aux employés immigrés ici. Est-ce que tu dois bien comprendre leurs difficultés ici? Est-ce que tu les aides? Est-ce qu'il y a un genre de mentorat? Ou comment ici, dans l'entreprise? Oui. Mais tu sais, la pénurie de main-d'œuvre en Abitibi, là, qu'est-ce que le reste du Canada, du Québec, on va juste parler du Québec, vit en ce moment. Nous, ça fait 10 ans qu'on le vit en Abitibi. Peut-être pas le niveau qu'on a en ce moment, là, mais qui est vraiment comme du jamais vu, là, mais qu'on le vit. Puis moi, en 2012, j'ai fait venir mon premier groupe de travailleurs étrangers temporaires du Maroc. J'avais 22 travailleurs qui sont arrivés en 2012 pour Val-d'Or-Amos. Et puis en 2013, j'avais un autre groupe je pense que j'y étais 12 aussi. Donc, c'était comme les premiers qui sont arrivés. Là. Donc, on a comme un petit peu fait la route. Puis c'était pas évident parce que
même si on avait Ulrich qui venait de notre culture et tout ça, c'est quand même pas évident là, d'inclure des nouvelles cultures à l'intérieur de notre mentalité québécoise. Là, Donc, il y avait du travail à faire avec préparer les gens qui arrivaient, mais aussi préparer l'équipe en restaurant à bien les accueillir aussi, parce qu'on ne pense pas pareil du tout, là. Comme un homme ne pense pas comme une femme non plus. Là, donc, je pense qu'on a fait du bon travail là-dessus. Puis, je pense que les clients aussi ils ont apprécié. Écoute, ça nous a tellement soulagés quand ils sont arrivés parce que tout le monde était dans le tapis. On survivait. On ne vivait pas, on survivait. Puis, quand ils sont arrivés, ça nous a vraiment aidé à avoir une stabilité dans nos restaurants avec nos équipes de gestion, la qualité de vie de nos équipes de gestion aussi. Donc, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, c'est ça, au fil des ans, bon, il y en a qui sont allés travailler ailleurs, puis c'est bien correct. Je veux dire, quand que tu fais venir des employés de l'étranger, tu les achètes pas pour la vie, là. Ça doit tellement être tout nouveau pour eux, autant le climat que bien des choses qui sont tellement Écoute, ils sont arrivés, mon premier groupe, je me souviendrai tout le temps, sont arrivés le 12 août. Puis demande-moi pas pourquoi, là, mais il faisait un peu froid. C'est pas qu'il faisait fret, là, mais il faisait froid. Puis il y en avait dans l'autobus, parce que moi, je suis allée chercher à l'aéroport, j'avais loué l'autobus. Il n'était pas question qu'ils mettent leurs valises à terre à Montréal, puis qu'ils changent d'idée. Fait que je suis allée chercher à l'aéroport, puis on s'est emmenés pendant la nuit ici, en autobus voyageur. Et puis, il y avait une tuque sur la tête au mois d'août, là, tu sais. Ils trouvaient que c'était froid, eux autres, là. Hein? Oui. Elles sont habituées dans les chaleurs extrêmes. My God. Mais ça, tu sais, je veux dire, bien habillé, avec les bons vêtements, je veux dire, tout est gérable, tu sais. Effectivement. Je leur dis tout le temps, quand je fais les entrevues, là, je leur parle toujours, je mets tout le temps ça au pire l'hiver, puis je leur dis, bon, bien, parce que souvent, ils travaillent déjà dans des restaurants McDonald's, là. Je leur dis, va dans le congélateur, puis reste dans le congélateur pendant 10 minutes. Là. C'est à peu près ça l'hiver ici, là, tu sais. C'est bon, tu les prépares. Moins 34, là, c'est le congélateur. Là, c'est bon, ça. Oui, c'est ça. Fait que... Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter ou qu'est-ce qu'on pourrait voir s'en venir pour toi dans qu'au moyen terme chez McDo? Est-ce que tu as des plans futurs d'acheter d'autres McDo? Qu'est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu par rapport au futur? Oui. Moi, j'adore travailler. OK? Moi, me lever le matin, là, moi, arriver au restaurant, c'est ma maison. OK? Sauf que je dirais que les dernières années ont été très, très difficiles avec le problème de pénurie de main-d'œuvre. Puis, tu sais, j'arrive à une étape dans ma vie, je veux commencer à en profiter aussi un peu. Bien sûr. Je te mentirais pas, là, avant la pandémie, l'expansion, c'était dans mes plans. Okay. Maintenant, je suis plus en train de regarder quand est-ce que je prévois de prendre ma retraite, puis c'est pas pour demain, là, puis aussi la relève. Tu sais, j'ai mon neveu qui travaille avec moi, qui est mon superviseur bras droit, qui voudrait bien prendre le relais. Donc, j'essaie de le préparer du mieux que je peux pour que lui, il n'ait pas à faire face aux mêmes défis que moi, j'ai eu à faire face dans le passé. Donc, puis même, il est beaucoup plus près que moi, j'étais à son âge parce que le coaching, il l'a direct. Donc, c'est ça, là. Puis, mais je vous mentirais quand je dirais que la situation actuelle avec la pénurie, ça suce du jus, comme on dit en bon québécois, là. Tu as modifié un peu les horaires? Oui. Qu'est-ce qui ont été les sacrifices un peu? Oui, puis c'est plate parce que c'est plate pour les clients. Mais, tu sais, moi, je veux protéger mon équipe aussi. Parce que quand on ouvre les restaurants et on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que la charge de travail est là quand même, c'est juste que tu es moins pour le faire. Puis ça devient fatigant, démotivant. Souvent, on a des super bons clients, mais on en a d'autres, des fois, qui sont pas toujours compréhensifs puis qui sont pas toujours gentils avec les petites filles de 14 ans qui font une erreur, tu sais. Ouais. Donc, puis ça, on se mentira pas, là, la majorité de nos employés, en ce moment, temps partiel, c'est du 14-15 ans, là, fait que c'est leur premier emploi. Bien sûr. Tu veux aussi les protéger, tu sais, tu veux qu'il y ait une belle expérience de travail, puis des fois, c'est pas toujours évident. Puis c'est correct aussi parce que les clients, ils ont des attentes quand ils vont manger au restaurant, tu sais. Sauf que c'est difficile en ce moment de livrer la marchandise. Donc, c'est sûr que moi, j'ai été obligée de faire des choix. Puis aussi, selon le problème qu'on a, c'est qu'on manque de travailleurs à temps plein. Donc, tu sais, si j'ai 2 employés là, à 6 heures le matin puis que j'en ai besoin de 6 pour ouvrir, je peux pas ouvrir à 6 heures. Fait qu'il faut faire des choix.
tu sais. Puis ça, bien, ça change les habitudes des clients qui sont habitués de passer à telle heure, prendre leur petit café à telle heure, tout ça. Puis c'est vraiment plate. Puis on travaille très, très fort pour changer ça. Aussi, le problème avec les salles à manger. En ayant moins... Cet été, c'était quand même bien parce qu'on avait quand même les temps partiels, les étudiants qui travaillaient. Mais là, avec le retour à l'école, on a beaucoup moins de soldats là, dans l'équipe. Oui, là. exact. Fait que, tu sais, on ne peut pas ouvrir nos salles à manger comme on voudrait. Et puis... Fait que c'est plus le service au volant qui va fonctionner. Service au volant, commande mobile. Puis à Val-d'Or, on a la McLivraison, là. Fait que ça, c'est avec DoorDash. Oui, c'est à Rouyn puis à Val-d'Or, ils ont la McLivraison. Donc, les gens peuvent se faire livrer à la maison. Ah, je savais même pas que DoorDash était ici comme en Abitibi. Oui, tant mieux. Oui. Puis, ben, en tout cas, on a hâte qu'ils aillent dans d'autres villes. Ben oui. Mais comme nous, eux aussi, ils ont le problème de la main-d'œuvre. Fait que, tu sais, c'est beau avoir de la livraison, mais si tu n'as pas de livreur, tu peux pas offrir le service. Donc, effectivement. C'est le gros combat là, du siècle, là, je pense. Je vais te poser quelques questions, Ouais. un peu le fun. Là, avant, Ouais. comme ça, on s'en va vers la fin tranquillement, pas vite. Isabelle, dis-moi, quel est ton mets préféré chez McDo? Quart de livre fromage nature. Oh, quart de lait, fromage, nature. Nature, oui. Pourquoi nature, donc? T'as peu? J'aime pas les oignons, j'aime pas le cornichon. OK, on met pas le petit flash. Juste le fromage. Juste le fromage. Juste le fromage, oui. Qu'est-ce que la tâche qui est le plus, pour toi, qui te fait le plus chaud au cœur à réaliser? Y a-tu une tâche dans ta semaine que tu fais, puis tu fais « Ah, j'aime assez ça, faire ça ». Moi, je te dirais que ben c'est sûr que moi, j'ai beaucoup d'administration, de rencontres avec les gens quand il y a des problèmes et tout ça. Mais qu'est-ce que j'aime le plus faire? Puis je sais que ma gang vont dire, oh mon Dieu, moi, j'aime ça travailler dans la cuisine. OK, j'aime ça. Oui, moi, j'aime ça travailler dans la cuisine avec ma gang, partir les sandwichs, puis partir donner le rythme pour les rushs, là, tu sais, pas toute la journée, là, mais pour les heures de pointe, là. Mettre dans la cuisine avec ma gang, puis let's go. L'autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est donner les commandes aussi au service au volant. Ça, j'aime bien ça C'est aussi. vrai, tu Ouais. m'as déjà donné mon Ouais. pot café, puis j'ai fait « Hey, c'est la Ouais. belle Isabelle! » J'avais été surprise. Ouais. Ça, j'aime bien ça, mais je te dirais qu'en premier plan, c'est la cuisine. La cuisine. Oui, parce que pour moi, pour nous tous, le moteur, c'est la cuisine. Si tu n'as pas le produit, tu n'as pas de service. Fait qu'il faut que ça C'est vrai. aille bien dans la cuisine, faut que comme on dit, le stock monte, Mhm. parce que sinon, tu peux pas servir tes clients, puis tu passes ton temps à stationner, mais ça fait des... C'est comme des embouteillages. T'avances, t'arrêtes, t'avances, t'arrêtes. C'est pas un beau flow, là. tu sais. Oui, c'est ça, ça roule C'est pas, ça tourne carré, là, tu sais. Ouais. Est-ce qu'il y a des tâches qui sont un petit peu plus difficiles? Oui, ces temps-ci, on vit différemment, mais quelque chose qui est un peu plus dur, que ça demande un peu de sortir de ta zone de confort, je dirais bien. Ben moi, je te dirais que c'est pas que... J'aime pas ça, m'occuper d'équipements. Des soumissions pour des contrats. Ça, Tu j'aime déléguerais pas ça. ça, là, Ben, je le mettons, là. délègue. Ah oui, déjà. Mon superviseur DG à Val-d'Or, là, il est champion là-dedans. William, mon superviseur, mon neveu, il est super bon là-dedans. Ça, j'aime pas ça, faire ça. Fait que ça, je te dirais que c'est quelque chose que c'est pas ma tasse de thé. Mais qu'est-ce qui demande beaucoup présentement, c'est essayer d'écouter les gens, les aider, parce que, tu sais, le COVID, on dira qu'est-ce qu'on voudra, là, ça a apporté une grande détresse à certaines personnes. Puis, il y a beaucoup de gens fragiles, puis qui ne vont pas toujours chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Donc, moi, nous autres, on a un programme d'aide aux employés. Donc, quand je dépiste quelque chose, si je peux les guider vers ça, ben tu sais, qu'est-ce qui est important, c'est que les gens aillent mieux. Tu sais, c'est une fois que tu t'en vas en arrêt de travail parce que tu fais un burn-out ou une dépression, il est trop tard, là. C'est plus long à remonter, tu sais. Oh my God, Mais oui. quand tu es capable de dépister avant puis de les envoyer vers l'aide, c'est sûr que c'est au privé. Mais moi, j'ai des beaux succès avec certaines personnes cette année, puis il y en a que ça n'a pas toujours marché. Mais si on est capable de les aider, pour moi, c'est ça qui est important. Puis, tu sais, aujourd'hui aussi, c'est une mission, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu sais, il faut que tu réalises la responsabilité que tu as envers tes gens. Puis, tu sais, au fil des années, des personnes qui sont gays, qui cherchent l'acceptation des gens. Tu sais, chez McDo, tout le monde est accepté, là, tu sais, c'est pas important tout ça. Puis aussi les aider à cheminer là-dedans, là, tu sais, j'ai vu des jeunes, là,
en dépression parce que, puis, tu sais, c'est sûr, je te parle de là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais là, 17 ans, là, 15 ans, 17 ans, là, c'était comme, ouh, tabou. Les transgenres, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Puis je suis vraiment fière de mes équipes, de mes gérants, de mes assistants gérants aussi, parce que c'est la culture de notre entreprise qu'on essaie de faire avec les jeunes, avec les personnes avec qui on travaille, tu sais, de les aider, puis que... oui, exactement. Que tout le monde grandit ensemble. C'est ça, tu sais, c'est pas une personne dans l'entreprise, c'est la culture au complet, c'est tout le monde qui marche là, dans la même direction. Tu sais, aussi, on a... justement, aujourd'hui, j'avais une réunion avec 2 de mes personnes clés, puis j'ai une petite jeune femme à Val-d'Or qui est arrivée avec un programme Vision Travail, que c'était un stage. Et puis, ça fait, je pense, 4 ans de ça. Puis on le prend en stage, puis elle, elle arrivait à 1h, puis elle faisait la vaisselle, toute la vaisselle des déjeuners, les plateaux, tout ça. Puis la semaine dernière, j'étais à Val-d'Or, puis écoute, elle a fini à 4h, là. C'était spick and span en arrière, toute la vaisselle, toute bien placée, toute bien cordée. J'ai pris des photos, puis j'ai dit là, elle est employée du mois honorifique de mon marché. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour elle, c'est trop extraordinaire. Puis, elle rentre dans le restaurant. « Allô, Isabelle! Allô, Italie! » Toujours de bonne humeur. Le rayon de soleil, tu sais. Ça fait du bien, ça, côtoyer des gens comme ça. Oui, puis nous, on essaie toujours d'essayer d'intégrer des personnes avec des différences parce que ça l'apporte à l'équipe aussi. Elle est tellement aimée, là, tu sais. J'ai un autre jeune homme qui est trisomique, c'était sa fête l'autre fois. Puis toute l'équipe a acheté des gâteaux, puis ils ont chanté « Bonne fête ». Écoute, ils ont fait un petit vidéo. Je pleurais quand j'ai vu le vidéo, tu sais. Sa mère... c'est extraordinaire pour un parent, tu sais, de voir que son enfant est accepté comme ça, puis qu'il y a une famille à l'extérieur, puis qu'il y a un job, là, tu sais. C'est beau de te voir proche comme ça de tes employés, puis vouloir être là, célébrer les petits succès, puis toutes les réussites des gens. C'est beau, c'est admirable de voir ça. Merci, c'était bien fait. Vraiment. Écoute, je te pose 2 dernières petites questions. Une rapido. Est-ce que Vitaly parle français maintenant? Bien sûr. Puis il parle bien, ça va bien. Très bien français. Est-ce que ça lui a pris quand même longtemps? Je te dirais, tu vois, là, nous, on a été transférés à Québec avant de s'en venir ici. Puis, je te dirais, les 4 premières années, OK, quand il arrivait à la maison, là, on parlait en anglais. Parce que lui, là, il partait du russe en anglais, français. Là. Ça demandait beaucoup de concentration. Mais je te dirais que, surtout depuis qu'on est en Abitibi, son français, il est excellent, puis même, il est meilleur que son anglais. Et puis, même une fois, dans un restaurant, il s'est fait dire « De quel coin de la France vous venez? » à cause qu'il a un accent, là, tu sais. Mais il parle très bien français. Il n'y a pas de problème avec son français. Moi, par contre, mon russe, il est assez de base. Puis, en finissant, quel conseil tu apporterais à une femme ou un homme, peu importe, en affaires? Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise en faisant tout ton parcours d'entrepreneuriat? Puis je pense que ça vient quand même de loin. Je pense que tu as des parents aussi entrepreneurs. Non. Mon père, c'est un électricien, puis ma mère, c'est une mère au foyer. Fait que c'était une mère au foyer, oui. C'est arrivé de bonheur dans ta vie, dans l'aventure McDo. On va dire ça comme ça de bord. Puis quel conseil tu pourrais apporter? Parce que parfois, c'est pas facile. Le meilleur conseil, puis je me fais poser la question souvent, c'est la persévérance. OK? Tu sais, moi, que je t'ai dit, ça fait 41 ans. J'ai rentré au McDo, je suis jamais sortie. C'est ça, c'est fait. Mais je peux pas dire que des fois, j'ai pas eu le goût de sortir puis tout lâcher, là. Parce que ça, je l'ai vécu aussi. Il y a des passes que tu te remets en question, que tu dis, je suis à la bonne place. Ça vaut-tu le coup? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est bien beau les belles expériences, là, mais c'était beaucoup, beaucoup de sacrifices, là. J'ai manqué beaucoup de fêtes puis beaucoup d'événements familiaux, à cause de mes choix de vie. Puis encore aujourd'hui, tu sais, quand même, ma famille est toute... tout le monde est à Boisbriand, Sainte-Thérèse. Je manque souvent des événements, tu sais. Et puis, mais la persévérance, je pense que c'est important. Puis je trouve, puis tu sais, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui juge, mais tu sais, aujourd'hui, ça marche pas, on se laisse, ça marche, tu sais, on se sépare, nanana. Ouais, je trouve ton avis. Je trouve qu'on lance la serviette rapidement. Ça marche pas, je m'en vais ailleurs, tu sais. Puis quand tu recommences, bien, ça veut pas dire que ça va être mieux, mais tu recommences toujours à zéro, tu sais. Ça, c'est vrai.
Fait que moi, c'est ça que je dirais, d'avoir du courage, d'être persévérant. Je pense que ça, en affaires, ça prend ça aujourd'hui. Mais l'ingrédient le plus important pour avoir du succès, c'est s'entourer, bien s'entourer, d'avoir des employés merveilleux, puis bien s'en occuper. Souvent, tu sais, c'est pas des numéros, tes employés, puis, tu sais, c'est des sujets qu'on parle souvent avec ma gang. Tu sais, des fois, on est fâchés, etc., etc. Mais des fois, il faut se calmer, 24 heures, se calmer, puis réfléchir à la situation avant de prendre une décision. Mais les employés, d'en prendre soin pour qu'ils restent avec toi le plus longtemps possible parce que tu as investi en eux. Et puis, la loyauté, ça a un prix aussi. Tu sais, ça va des deux côtés. Tu sais, tu peux pas t'attendre à ce que tes employés soient loyaux envers toi si toi, tu n'es pas là pour eux. Totalement. Fait que moi, je te dirais persévérance, courage et prendre soin de son équipe, de ses gens. Je pense que c'est les trois ingrédients importants. Ça. Prendre un petit pas de recul quand des fois, il arrive des choses ou que ce soit justement un embûche ou un employé que ça ne fonctionne pas bien, pouvoir peut-être juste ventiler, comme tu dis, avant qu'on jette la serviette. Puis ça, c'est à peu près tout dans la vie. Ah, Isabelle, j'aurais parlé avec toi sans fin. Écoute, j'ai tellement de plaisir à jaser avec toi, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Mais je te souhaite que du beau succès, de continuer, que ta belle famille grandisse et qui sait, peut-être d'autres McDo. Mais de toute manière, je te souhaite un bon succès dans ceux-ci que tu as présentement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Merci. Bye-bye. Bye-bye tout le monde.